Je On vois est la bien. caméra. Bah, Alors, n'hésitez pas, hein. pour une fois qu'on a un mec qui met pas la caméra. Je vais la mettre, je vais la mettre. Ah, pas hésiter, on est entre nous, à profiter, hein. Ah non, attends, on a 3 hommes ce soir. Ah, Ah ouais, Mickaël, Bonjour. Didier, bonjour, Mickaël. on a Bonjour, Pierre Pierre. aussi. Non, mais c'est Bonjour. tellement rare chez nous. On a souvent que des nanas sur les coachings, ça fait du bien de voir un peu de mecs. Ok. Alors, ce soir, du coup, avec Julien, on voulait vous parler un petit peu, parce qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont diplômés là depuis quelques jours. Bravo à ceux qui ont été diplômés. Et pour Bravo. ceux qui sont en cours, ça va arriver, pas d'inquiétude. Donc, bravo à tous. Mais du coup, on a énormément de questions sur tout ce qui est création d'entreprise maintenant. Et on commence à être un peu blindé avec Julien dans la création d'entreprise dans le domaine de la pâtisserie. On en a monté quelques-unes maintenant. Du coup, on a décidé de vous faire un petit live un peu différent que d'habitude. D'habitude, on répond juste à vos questions, etc. Là, j'ai prévu une interview pour Julien, il ne sait pas encore, mais j'ai plein de questions pour lui qui vont vous aiguiller vers vos réponses. Et puis, après, ça sera libre à poser toutes vos questions. Alors, Julien, est-ce que tu es prêt à répondre à toutes mes questions? Écoutez, je vais essayer, Non, tu vas réussir. autant que faire se peut. Allez, c'est parti. Moi, je m'occupe de gérer les gens qui arrivent. Il y a pas mal de gens On qui est arrivent. d'accord que tout le monde peut poser des questions. Oui, alors si vous avez des questions entre-temps, par contre, c'est pour qu'on évite de couper la parole, etc., vous avez une petite main en bas, comme ça. N'hésitez pas à cliquer dessus. Comme ça, nous, on voit qui a la question et Julien prend dans l'ordre des questions. Ou je, en fonction de où on en est. C'est bon pour tous? Je vois des têtes. Ça y est, on voit Didier. Tout va bien. OK. C'est parti. Julien, est-ce que tu peux nous dire en une phrase pourquoi, selon toi, la pâtisserie est un levier incroyable pour créer une entreprise aujourd'hui? En une seule phrase. Ouais, allez, quelques-unes, On est vas-y. d'accord que tu connais ton frère et que ton frère, il aime bien parler. Julien, en moins de 10 minutes. Ok. Eh ben, déjà, la pâtisserie, c'est un domaine passion. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que les gens hésitent, enfin, sont un peu moins regardants à la dépense quand quand ils viennent acheter une pâtisserie. Ça fait appel au plaisir, etc. Donc, déjà, ça, côté business, c'est plutôt un bon point quand on est sur un produit comme ça, passion, où les gens ne vont pas hésiter à payer un petit peu plus pour avoir de la qualité, voire parfois même beaucoup plus pour avoir de la qualité. Première chose. Et ensuite, alors j'ai travaillé sur une étude de marché récemment un peu dans le domaine. Je crois que c'est un marché qui est toujours en expansion, que ce soit en France, mais surtout à l'international. Donc, c'est aussi un business sympa parce que ceux qui souhaitent développer ces business-là et qui aiment bien l'international, bah, la pâtisserie, ça peut être un super levier. C'est Merci assez Julien, propre. tu as fait en 10 phrases, c'est parfait. Ça me va. C'est-à-dire Alors en moins de 10 attention, minutes. En moins de en 10 3 minutes. mots cette fois, je réduis. Je réduis comme ça, on arrivera à un moment à un truc court. Si tu devais résumer en 3 mots la différence entre un passionné de pâtisserie et un futur entrepreneur pâtissier, ça serait quoi? Là, par exemple, entre tous nos étudiants qui ne sont pas encore entrepreneurs La et... différence. Ouais, Alors, la passion, c'est nécessaire. Voilà. Mais être juste passionné, ça suffit pas à faire un entrepreneur. Voilà. La passion pour un entrepreneur, c'est la base. Et ce que l'entrepreneur va avoir en plus, c'est la résilience. C'est voilà, c'est ce qui compte, c'est pas le nombre de pains dans la tronche que vous allez prendre, mais c'est combien vous allez en encaisser en continuant à rester debout, à rester debout, pardon. Voilà. Ouais, je pense que c'est un peu ça. ça me va bien, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hop, attends, je bougeais juste un paramètre pour que tout le monde puisse rejoindre. Ok, et on rentre dans le vif du sujet sur comment trouver son idée et se lancer. Déjà, est-ce que tu peux me dire, à ton avis, comment savoir si on a une idée viable en pâtisserie? Alors, comment savoir si notre idée, elle est bonne, si elle est faisable, ou si on va complètement dans un mur? Alors ça, c'est la question que tout le monde me pose. Je ne sais pas pourquoi. Bon, ça fait. Euh, En fait, chaque fois que j'interviens quelque part, que je pitch quelque part, on me demande toujours est-ce que mon idée elle est bonne? Alors, j'ai envie de vous dire, n'écoutez jamais personne qui vous dira si votre idée elle est bonne ou pas bonne. Je crois que personne n'est en capacité de vous dire si l'idée est bonne ou pas bonne. Euh, Juste pour rappel, hein, Uber, on leur a dit que leur idée c'était vraiment de la daube. Sushi Shop, on leur a dit que ça ne marcherait jamais.
Coyote, on lui a dit, alors là, mon gars, laisse tomber ton truc, c'est has-been. Voilà. Donc, l'histoire montre quand même que le nombre de personnes qui se sont avancées pour dire ce qui était une bonne ou une mauvaise idée s'en veulent aujourd'hui et ont perdu beaucoup d'argent. Donc déjà, premièrement, si vous croyez en l'idée, c'est une bonne idée, déjà. Parce que c'est vous qui allez la porter. Après, c'est est-ce qu'une idée est financièrement viable dans le temps? Ça, c'est encore autre chose. Dans le monde de la startup, alors moi, je travaille beaucoup dans le monde de la startup. Dans le monde de la startup, on peut créer des produits déficitaires pendant plusieurs années. C'est pas grave, c'est l'innovation pure et dure. Mais à un moment donné, il faut quand même finir par gagner de l'argent. Donc, l'idée, elle est bonne. Après, c'est juste voir financièrement, au bout de combien de temps elle sera viable. Et ça, il n'y aura que votre business plan qui pourra le dire et le prévisionnel que vous allez pouvoir mettre en place. Voilà. Après, un business plan, un prévisionnel, ça vaut ce que ça vaut. C'est-à-dire que le temps que la réalité, enfin que le concept ne s'est pas confronté à la réalité, bon, voilà, ça reste du prévisionnel. Yes, Mais il merci. y a quand même deux, trois trucs à regarder. C'est la taille de votre marché. Ça, est-ce que vous avez un marché assez important? Est-ce que le marché existe? Après, s'il n'existe pas, c'est pas forcément mauvais signe, mais ça veut juste dire que ça va demander plus de travail en termes de développement. J'ai répondu. Yes. Nous, par exemple, pour le chef en box, dont on a lancé il y a 10 ans, il y avait un marché des box, mais pas de box de pâtisserie. Donc, on a dû adapter un marché à quelque chose qui n'existait pas, mais c'est pas pour autant que ça n'a pas marché, loin de là. Mm. Donc, ne vous arrêtez pas parce qu'il n'y a pas de concurrent. C'est une bonne et une moins bonne chose. Ça peut être les deux. Voilà, mais Justement, transition exceptionnelle. Vous allez voir, j'ai un peu l'impression d'être DJ ce soir, attention. Sur la concurrence, beaucoup ont peur de se lancer à cause de la concurrence, justement. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques idées pour se démarquer quand il y a déjà des dizaines de pâtissiers autour de toi? alors déjà, la concurrence, c'est un bon signe. Parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui viennent se présenter et à chaque fois, ils sont fiers de dire qu'ils sont les premiers à faire ça. Alors, nous, quand on est dans les jurys de financement, les machins, les trucs comme ça, euh, c'est pas forcément un bon point de dire qu'on est les premiers à faire ça. Mais moi, je l'ai compris quand j'étais de l'autre côté, quand j'étais en tant que jury. Quand j'étais start-upper, j'étais tout fier d'être le premier. Puis en fait, quand on me pose la question, mais si tu es le premier, pourquoi? Est-ce que c'est parce que d'autres ont essayé, ça marche pas? Est-ce que parce que le besoin, en fait, il n'existe pas? Ou tout simplement, personne n'y a pensé? Voilà. Donc, être le premier, c'est pas toujours un gage de réussite. Alors que quand on dit, bah voilà, je me lance dans un projet sur lequel il y a des concurrents, en face, chez les financeurs, dans les jurys et autres, que vous allez pouvoir faire, c'est parfois plus rassurant parce qu'on se dit que s'il y a des concurrents, il y a du marché. Voilà. S'il y a des entreprises, c'est que on peut vivre de ce projet-là et de ce business-là. Donc voilà. Après, c'est comment je vais me démarquer. Je peux parfois, quand on veut se lancer, on cherche vraiment l'idée incroyable, l'idée que personne n'a eue. Vous prenez pas la tête, hein. Franchement. Réinventez pas systématiquement l'eau chaude. Parfois, il suffit de prendre un projet, une idée ailleurs, mais juste l'adapter, la tourner autrement et y apporter un tout petit plus qui va faire que ça change clairement le projet. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, euh, Typiquement, bah nous, les box, on reprend l'histoire des box de pâtisserie, étaient très connues, les box de maquillage. Donc à l'époque, ça s'appelait Birchbox. Je ne sais pas si ça vous parle, Birchbox. C'était la box la plus développée dans le monde qui avait le plus d'adhérents, etc. Eh ben, on a repris le système des box, on n'a pas réinventé. C'est juste que nous, on a traité un autre sujet qui était la pâtisserie. Voilà. Et donc, demain, dans la pâtisserie, si vous vous lancez, il y a plein de façons de se démarquer. Il y a la qualité des produits qu'on va faire. Vous pouvez avoir des concepts. Je pense, par exemple, à l'époque, à l'éclair de génie, qui, lui, est arrivé avec un concept qui était bah, des éclairs thématiques, entre guillemets. Vous pouvez vous démarquer sur typologie de gâteau bien précise que vous faites. Je pense par exemple à Conticini qui à l'étranger fait des viennoiseries taille XXXXXXL. Voilà, c'est le seul à faire des pains au chocolat de 10 kilos ou des chocolatines pour ceux qui ne parleraient pas français. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on vient se démarquer, qu'on peut se démarquer en ajoutant un petit peu
Ma- Et je me permets d'ajouter aussi, vous verrez que les gens viendront aussi chez vous parce que c'est vous. Il y a un moment, votre personnalité va aussi rentrer en jeu dans cette démarcation. Je ne sais pas pourquoi vous avez choisi de rentrer dans l'école pour la majorité des personnes qui sont là, mais en général, la différence entre nous et un You School ou un atelier des chefs, c'est parce que on a parlé en direct ensemble. Vous m'avez vu sur une conférence, on a échangé, etc. Et donc souvent, le choix, il est porté aussi par les personnes. Donc n'hésitez pas aussi à en jouer, à vous mettre en avant pour ceux qui en ont envie, parce que c'est pas une obligation évidemment, mais le personal branding peut vous apporter beaucoup de choses. Ouais, et en fait, c'est plutôt une histoire de concept. C'est comment je tourne mon produit autour d'un concept. Exemple simple, on est tous allés dans un bar acheter un café. Vous avez maintenant les cafés qui sont pas du café comment s'appelle cette marque? Starbucks. Starbucks, voilà. Bon, Starbucks, ils font du café, quoi. Hein. Tu achètes un café, comme tu irais acheter un café ailleurs. Vous voyez, même pire, ils arrivent à vous vendre des cafés où il n'y a pas de café dedans. Voilà, mais c'est un concept. Conceptuellement, c'était pas la même chose. Ils sont arrivés à faire en faisant le bar à café, quoi. Ils ont marketé à mort leur café pour faire croire que c'était des cafés vraiment haut de gamme. Et je mets ton prénom sur la boîte et je fais des cafés XXL justement. Tout est à emporter, rien sur place. Voilà, vous voyez, ils vendent que du café, quoi. C'est juste qu'ils les vendent différemment. Autre exemple, encore dans la gastronomie, vous avez McDonald's et Burger King. Ils font tous les deux des hamburgers, on est d'accord. Il y en a un, par contre, il faut 4 hamburgers pour plus avoir faim, et puis l'autre, un seul, ça suffit. Mais ils te font des hamburgers. Voilà. C'est après, la différence va se faire autour du marketing, beaucoup autour du marketing et du concept. Quand tu vas chez BK, c'est limite un peu pour faire chez McDo, quoi. C'est leur ADN. Mais Ils se mettent en face d'eux, ils les bâchent toute la journée, ils se tirent la bourre comme ça sur les réseaux. Voilà. justement, moi, je viens d'avoir McDo et Burger King qui viennent de s'installer, tous les bâtards, à 500 mètres de chez moi. Je trouve ça vraiment pas cool. Mais McDo a commencé à construire et genre 2 semaines après, j'ai vu une affiche, le roi arrive en premier. Et je Ouais. me suis dit, c'est un coup de génie en marketing, puisque du coup, ça m'a donné envie d'aller chez Burger King, alors que de base, c'était le marketing McDo. Et sauf que Burger King, ils sont venus, ils ont cannibalisé tout leur marketing avec une phrase. Voilà. Après, tu as d'autres exemples encore actuels. Bah, alors, ce ne sont pas dans la gastronomie, mais vous avez la SNCF qui aujourd'hui est privatisée. Il y a des concurrents qui arrivent. Un train, ça reste un train. Un TGV, c'est un TGV. Peu importe comment il va être logoté. Bon, les mecs vont venir se bagarrer sur le prix. Voilà, le prix, le service. C'est-à-dire que les concurrents SNCF, la première classe, je ne sais pas si vous avez regardé, mais c'est une vraie première classe, quoi. C'est du lourd. Voilà, donc ils viennent se démarquer sur d'autres choses en disant que nos trains sont à l'heure, on est beaucoup moins cher, on est beaucoup plus premium. Enfin voilà, il y a plein de façons de se démarquer. Après, attention, toujours, on regarde la part du marché. Donc quand on crée une pâtisserie, boulangerie, peu importe, c'est une zone de chalandise, c'est-à-dire c'est du physique. Vous allez rayonner sur une zone. C'est quand même important de regarder combien il y a de concurrents sur la zone pour voir si vous n'êtes pas non plus trop de pâtisseries, boulangeries par rapport au nombre de personnes qui habitent sur place. Et si il y a trop de pâtisseries, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut dire que ça va être un combat jusqu'à la mort, là, pour le coup. C'est-à-dire c'est que moi, je dois venir, je vais percuter le marché, je vais casser ce marché-là, il faut que je prenne ma place, mais du coup, si on est saturé, ben, ma place, il va falloir que j'en tue un autre. Voilà. Donc, il faut que je sois hyper agressif quand j'arrive pour me démarquer et pour attirer la clientèle. Alors, quand on s'installe, on a toujours ce moment de grâce qui est le moment de la nouveauté. Je pense que vous l'avez tous vu, quand un commerce s'installe pas loin de chez vous, vous y allez une fois pour voir. Si c'est très bien, vous allez continuer. Mais si c'est pas très bien, bah, vous allez arrêter assez rapidement. OK? Donc, on a ce moment où tout se joue quand on ouvre, où les clients, on va pouvoir les accrocher pour la suite, quoi. C'est important. Oui, ça. Merci. Toujours en 3 mots. Selon toi, quelles sont les 3 erreurs classiques des personnes qui veulent lancer leur business en pâtisserie? Euh,
Votre logo, on s'en fout. Je vous en supplie. Commencez pas par travailler ça, le logo et le nom de votre boîte. Ça, je crois que c'est l'erreur de tout chef d'entreprise dès le démarrage. Vous mettez une énergie de dingue sur le nom du projet et le logo, alors que sincèrement, je le redis, on s'en tape. Euh, Deuxième erreur, quand vous allez... Vous mettez pas assez de temps à comprendre le BP, c'est quoi mon BP, à quoi ça sert mon BP. Et du coup, vous Business allez plan mal... pour ceux qui Hein? savent pas, business plan pour ceux qui savent pas ce Ouais, qu'est un BP. non, pardon. Vous allez mal travailler, c'est quoi ma cible? Quel est mon cœur de cible? Ça, c'est pareil, c'est l'erreur type. Sauf que celle-là, contrairement à votre logo ou au nom de votre marque, c'est celle qui vous coûte ou pas la vie de votre entreprise. C'est-à-dire, quel est réellement mon client au démarrage? Si ça, c'est pas assez bien travaillé, c'est compliqué parce que vous allez travailler pendant des semaines dans le vent, en fait, avant de découvrir que le problème, c'est que vous connaissez pas exactement quel est votre client. Euh, et la troisième, bah, parfois on investit beaucoup trop au démarrage. On pense Merci. qu'il faut tous les trucs possibles, imaginables, alors qu'au démarrage, avec 3 bouts de ficelle, parfois c'est largement suffisant pour démarrer. On n'a peut-être pas besoin de toutes les machines ou pas forcément toutes les machines les plus haut de gamme de la planète. Euh, Et voilà. ben justement, quand tu parles d'investir, tu as fait une transition magnifique avec ma question d'après. Quand on part de zéro, à ton avis, quel budget faut-il prévoir pour lancer une petite entreprise dans la pâtisserie? Alors après, le problème, c'est qu'il y a plusieurs business dans la pâtisserie. Ouais. Il y a Vous plein de pouvez, business. il y a plein de business différents. Bah, j'ai envie de dire, avec 100 balles, vous pouvez faire un truc, hein. Alors, il y a le discours bullshit qui va vous dire, bah, avec 1 euro, gros, tu deviens milliardaire. Voilà. Puis après, il y a le vrai discours qui va vous dire qu'avec 1 euro, tu feras pas grand-chose, que créer une boîte, ça demande des ressources, mais c'est pas toujours que des ressources financières, c'est aussi des savoir-faire, des compétences bien particulières. Bon, bah déjà celui du CAP parce que c'est un métier réglementé, donc ça c'est important. Et puis parfois, avec quelques centaines ou milliers d'euros, tu peux faire des choses très très bien, hein. Je le redis, nous on avait 1 000 euros, enfin 1 300 € quand on a créé la boîte. Et voilà, aujourd'hui, on a réussi à en faire quelque chose de sympa. Après, on va pas se mentir, plus il y a d'argent au démarrage, plus c'est facile. Voilà. Parce que le cash, c'est le sang de votre boîte, quoi. Plus il y a de cash, moins il y a de stress. Parce que plus il y a de cash, plus on peut faire face aux problématiques qui vont survenir. Après, la France, c'est quand même un pays où on peut trouver du financement de plein de manières possibles, imaginables, que ce soit avec du prêt bancaire, que ce soit des prêts auprès de BPI, que ce soit un petit peu, tout petit peu de subvention. Je préviens tout de suite. Vous arrêtez pas d'entendre dans les médias qu'on donne beaucoup d'argent aux entreprises, mais on donne beaucoup d'argent au CAC 40, hein. Voilà, il y a 40 boîtes qui reçoivent énormément d'argent, mais les autres, non. Et donc, il peut y avoir quelques petites poches de financement, subventions qui peuvent traîner là où vous habitez. Faut se renseigner. Et puis après, il y a des prêts d'honneur. Enfin, il y a plein de manières d'aller récupérer de l'argent en France. Voilà. Oui, c'est clair. Mais nous, on en a usé beaucoup aussi au démarrage parce que vous vous doutez bien qu'avec 1 300 €, au fur et à mesure, quand tu veux grossir, le problème, c'est que soit tu restes en fait à un stade qui est confortable pour le moment, mais tu n'évolues plus. Et du coup, tu resteras et au fur et à mesure, tu commenceras à décliner parce que les concurrents, eux, vont investir et vont commencer à monter. Soit à chaque fois, tu dois réinvestir. Donc nous, c'est ce qu'on a fait à chaque fois, à chaque step de tous nos business. On a réinvesti, réinvesti, réinvesti. Et donc, à un moment, on a dû aller lever de la dette bancaire, on a dû faire les prêts d'honneur, on a dû faire tout ça. Et ça s'est fait assez facilement, en soi, je trouve. Ouais, ouais. Là-dessus, je pense, ça a été. Et continuons à parler d'argent. Ah, il y a une question. Ouais. Marion. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais savoir quand vous avez fait vos prêts d'honneur, vos prêts de banque et tout ça, c'était accepté à peu près sous combien de temps? Alors là, ça va dépendre des banques, mais ça peut être, en fait, ça va dépendre de ta relation avec ton banquier surtout. Nous, CIC, ça avait été assez rapide entre le moment où on a monté le projet pour les studios pour l'école, entre le moment où on a monté le projet, fait les business plans, etc., etc. Il s'est écoulé 3-4 mois, mais on avait un solide chiffre d'affaires aussi derrière nous avec la formation qui était là. Après, tu as les prêts d'honneur.
prêt d'honneur, c'est pas par des banques, ça va être par d'autres organismes comme Entreprendre. voilà, le réseau Entreprendre, des trucs comme ça. Ça peut être assez rapide parfois en fonction des dates de comité de pilotage qu'ils ont. Je crois que généralement, ils en ont un par mois. Donc, en deux mois, tu peux avoir. Et si tu passes par les prêts d'honneur, il faut juste savoir que les banques, quand elles vont te faire un prêt, elles aiment bien qu'il y ait un prêt d'honneur. Donc, elles vont s'adosser au prêt d'honneur, par exemple. Parce que le prêt d'honneur, c'est un gage de qualité. Tu vois? Ok. Voilà. Donc, quand tu passes par les trucs de prêt d'honneur, les banques, elles aiment bien parce que les structures qui font des prêts en prêt d'honneur sont réputées pour bien choisir leurs projets. Ok. Mais nous, même, ça avait été une obligation, hein, CIC, quand on avait voulu investir, faire notre premier crédit pour la boutique, pour l'atelier, le prêt d'honneur avait été obligatoire. Ok, ça marche. Je vous remercie. Je t'en prie. Il y a des questions comme Marion entre-temps ou pas? N'hésitez pas. Hein. Parce que ma sœur, elle enchaîne. Ma sœur, elle va toujours. Mais j'ai plein de trucs. Attends, il faut leur donner plein de choses. Vas-y. Tu me connais quand même. Est-ce que tu peux me dire quels sont les pièges financiers à éviter au démarrage, mis à part répondre à tous les faux courriers que tu vas recevoir disant que tu dois de l'argent pour créer ton nom de domaine ou je ne sais quoi? Ouais, faites gaffe. Dès que vous allez créer votre boîte, en effet, que ce soit en micro-entreprise ou en entreprise, du jour en lendemain, vous allez recevoir plein de courriers qui vous disent que vous devez payer, vous devez payer, vous devez payer. Surtout, vous regardez bien là où sont situées les entreprises. Généralement, c'est Luxembourg, tout ça. Enfin, c'est des entreprises qui ne sont pas en France. Vous n'avez rien à payer. À part quand c'est une lettre avec une petite Marianne, sinon vous n'avez rien à payer. Le temps que vous ne vous versez pas d'argent, que voilà. Les seuls trucs après qu'il faudra payer, c'est les complémentaires retraite, l'URSSAF et l'État. OK? Donc ça, vous faites super gaffe à ça. Et autre petit truc, quand vous réalisez un budget, le budget, donc le prévisionnel pour votre boîte, rajoutez 20%. Parce qu'il y a un homme politique qui disait que les emmerdes, ça vole en escadrille, et il a tout à fait raison. Quand les emmerdes arrivent, il y en a plein qui arrivent. Et le concept des emmerdes, c'est qu'on ne les a pas tous prévus. Et donc, ça va coûter un petit peu d'argent. Donc, vous prenez tout ce que vous avez prévu, tout ce que vous avez budgété, vous rajoutez 20%. C'est le budget emmerde. Voilà. Et je vous assure que c'est souvent utile, toujours utile. Voilà, donc ça. Et puis après, dernier piège aussi, on en revient à la marque. Je ne sais pas si tu as des questions sur la marque après, mais non, alors je le dis tout de suite. Si vous avez fait des erreurs sur le choix de votre marque, vous allez vous faire attaquer par des cabinets qui vont vous dire « Ouais, cette marque, c'est la marque de mon client, tu n'as pas le droit de l'utiliser. » Je vous en supplie, sur le moment, quand vous recevez ça, vous mettez votre ego de côté et vous dites « D'accord, monsieur », et puis vous prenez un autre nom de marque, on s'en fout. Vous ne mettez pas 5 000, 10 000 balles d'avocat pour aller vous défendre en vous disant « Ouais, mais c'est une petite entreprise, c'est pas une boîte du CAC 40 qui va choisir comment je m'appelle. » On s'en fout. Vous changez de marque. Ça vous coûtera moins cher. Ouais, nous, par exemple, là, il y a quelqu'un qui a monté un truc qui s'appelle pâtisserieenligne.com alors que notre nom déposé, c'est lapâtisserieenligne.com. Et c'est moyen. On arrive sur de la concurrence déloyale et là, on peut le faire fermer rapidement. Nickel. Oui, au lieu de changer la marque, est-ce qu'en amont, on ne peut pas vérifier si cette marque a déjà été déposée et si oui, sur quel site on peut voir ça? Alors, tu peux parfaitement vérifier de manière gratuite, c'est toujours pareil, sur l'INPI. Après, je vous explique comment ça marche. Les avocats, en fait, qui font ça, qui bossent pour tous ces grands groupes, sont payés, ont des contrats annuels pour surveiller toutes les marques qui peuvent sortir et qui peuvent potentiellement porter préjudice à leurs clients. Ces mecs-là sont payés. Okay, tous les ans, ils ont un forfait pour faire ça. Si à la fin de l'année, pendant 2 ou 3 ans, ils ont attaqué personne, la marque, elle se dit que ça sert à rien, c'est que personne ne prend le nom. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, après, ces avocats, ils attaquent. À partir du moment où c'est un petit peu proche, où ils estiment que ça peut... On ne sait pas. Si le nom peut être proche, je sais pas, moi, par exemple, c'est une banque vous attaque et vous êtes une boulangerie-pâtisserie. Quel est le rapport?
quel est le rapport? On s'en fout. Que toi, tu t'appelles Crédit Agricole, tu es une banque. Moi, je m'appelle l'Agricole du Crédit, je suis une pâtisserie-boulangerie, je ne vois pas le sujet. Ouais, mais le cabinet d'avocat, il est payé pour t'attaquer. Et s'il n'attaque pas suffisamment de gens à l'année, on estime que le budget qu'on lui donne, en fait, est inutile. Donc, ils attaquent. Donc, tombez pas dans le panneau, vous dites oui, pas de souci, tu changes de marque, on s'en fout. Mais ça fait chier quand même. Ouais, mais on s'en fout. Nous, on devait s'appeler 8 chefs à la base, c'est le nom de ma société. Avec Jure, on a appelé ça 8 chefs. Et ce que je voulais que la box s'appelle 8 chefs, on a vu Cyril Lignac. J'ai dit, on va trouver un autre nom. C'est pas très grave. Et au final, ça change strictement rien à ton projet. Donc. Didier? Ouais, c'était juste pour confirmer, parce que moi, ça m'est arrivé dans une de mes sociétés, parce que j'ai eu quelques sociétés, je suis entrepreneur. J'avais vérifié à l'INPI justement au niveau du nom, mais aussi au niveau des 3 familles qu'on a le droit de déposer. Et en fait, malgré ça, on avait dans nos statuts mis une chose. Et au bout de 2 ans, on a reçu un courrier d'une grande marque de parfum. Alors en plus, je faisais pas de parfum du tout, rien à voir, mais qui nous avait fait un courrier en disant que un des mots était susceptible d'être utilisé par la marque. Donc, on a répondu très gentiment qu'on faisait la modif et parce qu'ils nous menaçaient de centaines de milliers d'euros pour nous attaquer. Donc, même en vérifiant, ça peut arriver. Ouais. Ah oui, oui. Alors, les classes dont tu parles, C'est il y en ça. a 3 qui sont compris quand tu déposes une marque, mais tu peux déposer plein de classes. Hein. Tu n'es pas obligé d'en avoir que 3 dans ta marque. Tu peux déposer plein de classes. Et voilà, les avocats, ils tentent, ils essayent. Si ça fait 2 ans que tu es sur le marché, que tu as commencé à vendre et tout, bon, je comprends que tu veux t'accrocher un petit peu plus. Mais bon, tu fais un petit premier mot courrier pour dire, bon, écoutez, les gars, je pense que ça, il n'y a pas de sujet et voilà, on n'est pas là-dedans et basta. Soit ça se règle comme ça et tant mieux. Mais si vous vous attaquez, donc, par exemple, à une marque comme Chanel ou L'Oréal ou machin, enfin, dites-vous que et les moyens sont pas les mêmes, quoi. Donc, il vaut mieux consacrer tous ces moyens à grossir et à faire du business que s'attaquer contre ces gens-là. Yes, totalement. Question d'après, la dernière niveau, argent, investissement, rentabilité. Comment savoir si ton projet sera rentable et combien de temps en moyenne avant de commencer à vivre de ton activité? Alors, comment savoir si ton projet est rentable? Bon, on en revient au prévisionnel. Hein. Le prévisionnel, c'est déjà une taille de marché. Quelle est la taille de mon marché? Je vous donne un exemple. Si mon marché, il pèse 100 000 euros, c'est petit pour en vivre, parce que là, pour l'instant, pour ceux qui ne sont pas entrepreneurs, vous vous rendez peut-être pas compte de ce que ça coûte de sortir 1 euro, mais ça coûte cher. Donc 100 000 euros, si vous n'arrivez pas à prendre la totalité du marché tout de suite, bon, voilà. Et puis si le marché ne pèse que 100 000 euros, ça veut dire qu'il n'y a pas de perspective d'avenir, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir grossir. Par contre, si vous repérez que votre marché il pèse des millions, des centaines de millions, déjà, on se dit, OK, le marché est gros, il y a des parts de gâteau pour tout le monde, je peux me lancer. Déjà, ça, c'est un premier point à vérifier pour se lancer. D'après vous, dans 85% des cas, les entrepreneurs mettent combien de temps avant de sortir leur premier salaire? D'après vous? Alors, Quelques mois. quelques mois, Il faut compter 2-3 ans. Ouais, 2-3 ans, je dirais 3 ans au hasard. 2 ans. Alors, 85% des cas, c'est 3 ans. 3 ans avant d'avoir le premier salaire. Sauf pour des métiers comme les nôtres. Tout ce qui va être pâtisserie, boulangerie, etc. C'est-à-dire, c'est des métiers où on vend quelque chose et où on a vite pignon sur rue et c'est beaucoup plus court. Ça se compte en quelques mois normalement. OK? Ça peut aller de 2 à 6-8 mois. Dans nos domaines d'activité, si on n'arrive pas à se dégager un chiffre d'affaires assez rapidement dans une pâtisserie-boulangerie, bon, c'est que ça sent quand même pas bon. Voilà. Par contre, si vous êtes après dans
dans des choses un peu plus atypiques. Vous avez de cake designer chez vous, des trucs un petit peu plus confidentiels. Ça peut prendre peut-être un petit peu plus de temps. Et encore, je suis même pas sûr parce que vous aurez moins de frais. Donc, il y a moyen que ça soit rentable plus vite. Si vous êtes une start-up, si vous faites vraiment de l'inno, parce que dans la pâtisserie, on pense souvent à la pâtisserie-boulangerie, mais vous pouvez innover et faire des trucs dans la pâtisserie. Là, on va plus aller dans les 3 ans. Je sais pas, vous créez un ingrédient, par exemple, vous voulez commercialiser un nouvel ingrédient. Je vous donne un exemple. Là, je ne sais pas si vous avez vu, Louis-François vient de sortir un nouveau produit, un peu comme la pâte à crème, pas la pâte à crème, ah zut, aide-moi Anaïs. On va en kilo, Je l'ai donc pas là. poudre à crème. Ah oui, Ils la ils pâte à viennent de crêpes, oui. sortir, voilà, la poudre à crème. Ils viennent de sortir un nouveau produit pour concurrencer la poudre à crème. Bon, bah, si demain vous créez un truc comme ça, il faut un petit peu de temps pour le vendre et rentrer dans le marché. Donc là, ça va être plutôt 3 ans avant de gagner votre vie. Mais dans les marchés comme les nôtres, une pâtisserie-boulangerie, un salon de thé, un truc, c'est beaucoup plus rapide. Voilà, j'ai répondu. Tu as répondu, merci beaucoup. Question suivante. Tu en as parlé tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut reparler quand même rapidement de l'obligation du CAP pâtisserie et pourquoi c'est important pour ouvrir son affaire d'avoir son propre CAP pâtisserie? Alors, de une, c'est important. De deux, c'est super bien. Je ne sais pas si vous avez entendu les discussions autour des restaurateurs qui se plaignent qu'il y a trop de restaurants. Beaucoup trop de restaurants. Et bien, en fait, le CAP boulangerie et pâtisserie ont été prévus pour limiter ça, justement, qu'il n'y ait pas trop de boulangerie, pâtisserie, puisque ce sont ce qu'on appelle les métiers réglementés. C'est donc sans ce CAP, sans ce sésame, vous ne pouvez pas pratiquer la pâtisserie ou la boulangerie. Quand vous ouvrez une boulangerie-pâtisserie, vous devez impérativement avoir au sein de l'établissement les personnes diplômées. Sans quoi, vous n'avez pas le droit de vous appeler pâtisserie-boulangerie. OK? Donc ça, déjà, c'est un sésame important. Ensuite, quand vous allez vous lancer dans ce domaine-là, les banques, si vous avez besoin de financement, les banques vont vous demander d'être détenteur de ces diplômes-là. Pourquoi d'après vous? Si vous voulez acheter une pâtisserie-boulangerie, pourquoi on va vous demander d'avoir le diplôme? Est-ce que vous avez une idée du pourquoi? Bah, toute l'expérience, tout ce qu'on peut avoir appris pendant les cours, Ouais. la façon de faire et tout, c'est quelque Ouais, chose d'important. Enfin, on sait où on se lance du coup. bien sûr. Pour les assurances aussi, ouais. La maîtrise du métier. Maîtrise du métier. Alors, c'est plus terre à terre que ça. Les normes d'hygiène. Alors, ça, c'est ce qu'on va t'apprendre. D'ailleurs, le HACCP, il faut le passer aussi, je crois. Je crois qu'il faut. Oui, il y a eu la mise à jour en juillet. Ouais, C'était ils ont sur la nouvelle loi. changé. Ouais, ils ont changé des trucs. Il faut aussi le passer. Bon, bref. Alors, pourquoi? Une banque ne prend aucun risque. C'est le principe de la banque. Euh, ils ne veulent pas prendre de risques. Donc, ils vont te dire, moi, je veux bien t'aider à acheter une pâtisserie-boulangerie, mais comment tu fais si demain ton pâtissier et ton boulanger, ils sont absents, s'ils sont malades, s'ils démissionnent? Comment tu fais? Parce que tu n'as pas le droit d'ouvrir si ces gens-là ne sont pas dans l'établissement. Eh ben, t'es Ken. Donc, les banques vont te dire que si tu ne possèdes pas les diplômes, ils ne t'aideront pas sur le financement. Parce que, en fait, tu vas être dépendant d'un tiers. Si, par exemple, tu galères à recruter pendant 6 mois, ben, ils vont dire, mais en fait, pendant 6 mois, vous faites comment pour avoir du chiffre d'affaires? Alors que si vous êtes vous-même titulaire des différents CAP, eh bien, vous avez la possibilité d'ouvrir votre boutique avec ou sans aide. Alors, vous allez galérer, mais au moins, vous pouvez avoir des stagiaires. Vous allez pouvoir prendre des stagiaires en pâtisserie, des stagiaires en boulangerie, qui vont quand même pouvoir vous aider et vous pourrez les encadrer puisque vous avez les diplômes. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important. Quand on est dans des métiers réglementés, c'est essentiel d'obtenir les diplômes. Imaginez un hôpital sans chirurgien. C'est-à-dire que vous êtes plombier, t'arrives, moi je suis plombier les gars, hein. Je peux découper de la barbaque et souder des tuyaux, il n'y a pas de problème, hein. Oui, mais non. Donc on va demander à des hôpitaux d'avoir
d'avoir des personnes qui ont ce métier réglementé. Un chirurgien est obligé de passer tous les diplômes pour pouvoir être chirurgien. Voilà, c'est pareil pour la pâtisserie et la boulangerie. Et la HSCP, maintenant, je crois, ils n'arrêtent pas de le changer, mais je crois que c'est obligatoire, sauf pour les CAP cuisine, je crois. Il y a Didier qui a une question. Ouais, le CAP pour la pâtisserie, la biscuiterie sèche, il n'est pas obligatoire, lui, par contre. Ouais. C'est uniquement dès que ça contient Ouais. Exactement. crème et des choses comme ça, d'accord. Par contre, pour la biscuiterie sèche, etc., du coup, là, on va y arriver à HACCP qui est obligatoire aussi, par contre. Ouais, ça, oui. Voilà, donc ça maintenant, bon, là depuis juillet, il y a les nouvelles lois qui sont rentrées en vigueur au 1er juillet sur tout ça. Donc maintenant, quel que soit le CAP que vous avez, vous devez passer la formation HACCP pour ouvrir un labo, même si c'est chez vous. Et du coup, on va bientôt proposer cette formation pour. elle arrive. Ouais, on a eu l'agrément. On va pouvoir, ça y est, on a eu l'agrément, donc on va pouvoir la dispenser en début d'année. Et la HACCP, c'est assez rapide. En gros, c'est une formation. Vous avez 4 heures en présentiel sur place qui sont obligatoires. Et après, vous avez 2 jours maximum de e-learning, mais ça représente même pas 2 jours. Marion. Oui. Moi, j'ai eu la Chambre des métiers cet après-midi au téléphone. J'avais un rendez-vous avec eux. Et ils m'ont dit que justement, avec le CAP pâtisserie, j'avais plus besoin de faire le HACCP. Oui, jusqu'au 1er juillet, c'était le cas. Ok. Mais ouais, après, le problème, c'est que le texte de loi, il est mal écrit. Ouais. Et le texte de loi, il est vraiment très mal écrit. Et personne n'arrive à se mettre d'accord s'il faut ou pas le passer, pour être honnête avec toi. Là, en ce moment, on est en train d'essayer On demande à nos avocats pour voir un petit peu. Parce que le truc est vraiment, vraiment mal écrit. C'est-à-dire qu'ils te mettent tous les CAP qui te le donnent. Et ils lisent CAP cuisine, CAP machin, mais il n'y a pas CAP pâtisserie. Ok. Oui. Il y a Louise, ton micro est éteint. On serait l'allumer. Louise. Après, Marion, sinon, le temps que Louise arrive à activer son micro, J'ai la réponse. pose ta question à l'écrit, vas-y, Louise. J'ai la réponse, si besoin. Vas-y. Du coup, depuis la nouvelle réglementation, ChatGPT, il est vachement plus clair que nous dans ses textes de loi. Donc, le CAP est certes pâtissier inclut déjà un enseignement. Toutefois, la réglementation HACCP impose maintenant qu'une personne, au moins dans chaque établissement de restauration commerciale, ait suivi une formation HACCP agréée. Si tu travailles, par exemple, en laboratoire sans vente directe, mais alors là, c'est quand même très compliqué de ne pas faire de la vente directe dans nos travails, la formation HACCP peut ne pas être exigée. Mais c'est quand même très dur de faire des gâteaux sans les vendre. Donc, voilà. Ouais, puis après, je vous rassure, la HACCP, ce n'est pas des formations très, très coûteuses. Non, Ok, c'est merci. Mais voilà, donc là, maintenant, c'est devenu obligatoire. Voilà. Il y a eu un diplôme avec l'apprentissage de l'hygiène, je dois y passer aussi. Ouais, HACCP, c'est un truc très spécifique. Hein. Et il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y ait de... Ouais, je pense pas qu'il y ait... Je vais vérifier. De mémoire, il n'y a pas de durée de validité. Et du coup, il y avait une autre question tout à l'heure dans le chat. Si je fais des ateliers en ligne, du coup, tu fais des ateliers en ligne, là, tu n'as pas HACCP, parce que là, tu ne vends pas de denrées. Mickaël? Oui, pour en revenir aux banques, si je veux créer mon activité seule, est-ce que les banques sont un peu frileuses à prêter? Vous évoquiez tout à l'heure le fait que si je tombe malade, voilà, je suis tout seul, mais il n'y a pas de rentrée d'argent forcément. Est-ce que ça peut être un frein, le fait d'être seul, ou pas forcément? Est-ce que vous avez des retours d'expérience par rapport à ça? Pas nécessairement. Il faut quand même savoir que plus de la moitié des boîtes se créent tout seuls. Plus de la moitié des boîtes sont des entrepreneurs solo. Voilà, donc non, je pense pas que ce soit un frein particulier. Après, c'est toujours pareil de quel montant on va parler. Et après, il y aura des discussions avec eux sur les garanties. Donc, c'est là que vous pourrez regarder les mécanismes qui peuvent exister pour vous aider à obtenir des garanties, comme la BPI, par exemple, qui peut se porter garante d'une partie de vos prêts. Voilà. Après, attention, ils vont exiger
des garanties. Voilà, c'est le seul truc qui est un petit peu dangereux. Mais c'est pas un frein. En fait, d'ailleurs, enfin, il n'y a pas de frein à l'entrepreneuriat. Le seul frein, généralement, c'est vous. C'est vous, votre motivation et l'envie de bouffer du gravier, quoi. C'est à partir du moment où vous êtes des gens motivés, vous savez ce que vous voulez dans la vie, les freins, vous inquiétez pas, vous trouverez toujours une solution pour les lever, hein. Alors, je me permets, j'ai les réponses pour HECCP à Louise. Alors déjà, il n'y a pas de temps de validité sur cette formation. Donc, vous pouvez la passer une seule fois et l'avoir à vie. Mais quand même, il vous est recommandé, si vous avez des restos, etc., de vous mettre à jour des normes parce que ça change tous les 6 mois. Vraiment, nous, pour avoir passé l'agrément, on a vu des changements non-stop. Donc, il est quand même recommandé de faire des mises à jour tous les 3 à 5 ans pour éviter un problème de contrôle d'hygiène qui se passerait mal. Pour le BTS hôtellerie-restauration, Louise, normalement, tu seras exemptée. Mais encore une fois, je te conseille quand même de te mettre à jour et de faire une formation HACCP tous les 3 à 5 ans pour être sûr des nouvelles mises à jour. Parce que je vous assure que les contrôles d'hygiène, ça rigole pas. Et c'est pas une formation très coûteuse, c'est autour de 300, 350 euros, ce genre de formation que vous prenez en charge en frais sur vos sociétés. Et au moins, vous êtes tranquille, vous avez les Avec ma agréments soeur qui a bugué, vous êtes... Non, moi je... Non, c'est moi qui ai bugué, vas-y. Vas-y, tu me cours comme ça, là. T'as pas honte? Voilà, donc c'est des choses que quand vous ouvrez des endroits où vous faites de la production, je pense que 300 euros de charge ne sont pas des choses énormes pour vous mettre en sécurité quand vous avez des contrôles d'hygiène. Vraiment, et surtout que vous, quand même, vous pouvez tuer des gens avec la pâtisserie. On rigole pas avec les bactéries, etc., etc. Donc voilà, mettez-vous à jour régulièrement et même si votre diplôme ne vous l'oblige pas, faites tout de même attention. Et si vous... Alors, ça, c'est un autre conseil du vécu. Quand vous avez des salariés, même si les salariés ont le diplôme, vous dites c'est bon, ils ont le diplôme. Comment dire? Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Voilà. C'est toujours mieux d'être détenteur des informations pour s'assurer qu'on vous balade pas et que les mecs font dans les règles de l'art. Voilà. Parce que le jour où le contrôle tombe, le jour où la répression des fraudes tombe, parce que les gens, ils iront, vous savez, maintenant, vous pouvez faire des alertes, vous pouvez balancer tout et n'importe qui euh, en ligne sur le site de la répression des fraudes. Quand les mecs se pointent, vous allez vous dire, oui, mais mon salarié, il a les diplômes. Oui, d'accord, mais votre salarié, il fait n'importe quoi. Ah, mais moi, je ne le savais pas. Voilà. Même si vous ne le saviez pas, c'est vous les patrons. Vous ne serez pas exemptés de payer la facture. Donc, c'est toujours bien voilà, de connaître et de maîtriser pour pas qu'on vous la fasse à l'envers. Je reprends mon Julien parce que sinon je n'avancerai pas sur. Ah, j'ai mis quelqu'un une question et après je repose la mienne. Désolé. Non, non. À partir de quand on peut créer sa société? Aujourd'hui, moi, je commence à investir dans du matériel, dans des robots, des choses comme ça, et je me dis, mince, si j'avais une société, ben, peut-être que je peux ne pas payer la TVA, enfin, j'en sais rien. Et je me dis, quel est le moment idoine pour... Le plus tard possible. Tu crées la société le plus tard possible. Parce qu'en fait, dès que tu vas créer une société, tu vas commencer à engendrer des frais. Des frais de comptable, des frais d'avocat, etc., etc. Et je crois, Julien, de mémoire, qu'il y a un certain laps de temps, une fois que tu crées ta société, pour ramener des charges que tu as fait en amont de la création de celle-ci. Tu peux ramener au capital de l'entreprise pas mal de choses, ce qui peut te permettre de faire grimper, entre guillemets, le capital. C'est-à-dire, tu as 1000 euros de cash, mais tu as acheté 8000 euros de machine. Tu peux ramener les 8000 balles de machine et dire, bah voilà, c'est 8000 euros de capital. Et donc, tu te fais une entreprise avec un capital de 9000 euros. Tes 1000 balles plus les 8000 de machine. C'est des choses que tu peux ensuite ramener dans l'entreprise. Ça, il n'y a pas trop de soucis. Tu pourras demander à n'importe quel comptable, il te l'expliquera. Et après, attention, toutes les entreprises ne sont pas assujetties à la TVA. Le micro-entrepreneur paye la TVA, par exemple. Donc, ça dépend aussi du statut que toi, tu souhaites avoir. Voilà. Ok, donc le plus tard possible, c'est après l'obtention du diplôme, quoi. Quand tu es prêt à y aller. Ouais, mais après, la réalisation de ton business plan, tout. En fait, le plus tard possible. C'est la dernière étape, le moment de création vraiment administratif, c'est la dernière étape. Tu auras tout fait en amont, tu auras fait tes prévisionnels, tes business plans, tu auras tout créé ta marque. Ce sera vraiment le dernier moment, c'est le dernier truc que tu actionnes. Et qui peut nous aider à justement préparer son business plan, son prévisionnel, tout ça? Est-ce que... C'est bien fait les choses. On vous expliquera après tout ça. Ok.
Juliane, selon toi, quelles sont les qualités essentielles d'un bon entrepreneur? Ouh là là. Enfin, s'ils les ont, tu vois. Ouais. Résilience, je crois que c'est la première des qualités. C'est-à-dire vraiment être capable de prendre des nions dans la tronche au quotidien, mais dire c'est pas grave, je continue, je trouverai une solution. Donc résilient, euh, persévérant et impatient, mais euh, patient. Un impatient patient, c'est bien. Voilà. C'est être schizophrène, un chef d'entreprise. Tu veux que ça aille vite, mais il faut prendre le temps de faire les choses correctement. Voilà, tu veux gagner de l'argent, mais il faut beaucoup en dépenser. Voilà, un petit peu ça. Je commence à savoir d'où vient mon côté schizophrène, du coup ça me rassure quelque part. Voilà. Tu veux aller vite, tu veux créer plein d'idées, tu as plein d'idées, tu veux tester, mais en même temps, il faut une certaine stabilité aussi dans ce que tu testes. Voilà, c'est toujours un petit Vous peu. êtes tous témoins que c'est pas de ma faute si je suis complètement folle, que c'est l'entrepreneuriat qui a fait de moi cette folle. Ce n'est pas mon tempérament normal. Et d'ailleurs, quand on crée à plusieurs, s'il vous plaît, essayez de prendre un fou comme ma sœur et puis quelqu'un d'un peu plus calme et patient comme moi. Ça fait un bon combo, c'est vrai. Euh, alors, je vais te demander une question, alors, pas forcément dans la pâtisserie du coup, mais quel a été tes plus gros challenges au démarrage de ta vie d'entrepreneur? Au démarrage, mais j'en ai Et tous les comment? jours. Oui, je Euh, sais, on va dire les premiers. tous les jours. Ben, en fait, c'est une récurrence. C'est juste après, c'est le niveau des emmerdes qui grimpe. Mais euh, premier challenge, je sais pas Et, parce qu'en et fait, me sers pas l'association avec ta sœur, s'il te plaît, parce que tu as eu une autre non. boîte avant moi, tu vois. Donc, j'étais pas ton premier challenge. Non, mais en fait, bizarrement, moi, j'ai jamais vu de montagne particulière. J'ai vu des problèmes à régler, mais j'ai jamais vu de montagne. euh, Je pense que le plus compliqué, c'est toujours la même, c'est de se décider. Voilà, c'est de poser une action, c'est de poser une décision. Et quand on regarde dans la vie, c'est toujours ça, hein, le problème, hein. Je décide de me former, je décide de passer à l'acte, je décide d'investir quelque chose, je décide de créer la boîte, je décide de démissionner, je décide. Voilà. Ça, je pense, c'est le tout premier des challenges, c'est d'arriver à prendre une décision. Le deuxième Et challenge, c'est si possible de prendre la bonne décision, mais il faut accepter que de toute façon, il y aura plein de décisions qui seront pas les bonnes. C'est vous allez en prendre tellement, voilà. tellement à la journée que c'est impossible de Et prendre des bonnes décisions. faut juste apprendre. Par contre, faut être vraiment pareil. Un gros challenge que j'ai eu, c'est quand on est chef d'entreprise, quand on veut créer, on est persuadé qu'on va sauver le monde, qu'on va devenir millionnaire, que notre boîte, elle peut que marcher, que tout le monde nous attendait. Heureusement, on est arrivé, c'est nous qui avons l'idée et ça va être un carton de malade. Et en fait, la réalité, c'est rarement ça. Et du coup, il faut apprendre l'humilité. Et ça a été un gros challenge parce que moi, dans ma vie professionnelle à l'époque, je réussissais tout ce que je faisais. Euh, enfin plus ou moins. Et, mais professionnellement parlant, j'étais plutôt très satisfait de moi. J'étais jeune, j'avais 21 ans, j'avais un poste énormissime. Je négociais avec les ministres, avec les machins. Enfin voilà, j'étais bien parti quoi. Et en fait, l'entrepreneuriat, j'ai commencé à prendre des claques incroyables. Et donc, bah, il a fallu apprendre cette humilité, prendre du recul et apprendre. Apprendre. Voilà. Et se dire qu'en fait, ok, je suis doué, sur certains trucs, je suis très bon, mais il y a plein d'autres choses où je dois apprendre, quoi. Donc, je prends de la hauteur, Et j'écoute et j'apprends. Ça a et été il y en a un, on en parle à chaque fois, toi et moi, et je pense qu'ils vont tous un peu l'avoir ici, comme tout le monde. C'était ma question d'après. Comment faire quand tu as un peu le syndrome de l'imposteur et que tu as l'impression, du coup, bah, tu vois pas pourquoi ta boîte ça va marcher, tu vois, à contrario, te dire, bah, est-ce que vraiment je suis légitime? Là, je viens d'avoir mon CAP pâtisserie. Moi, c'était le démarrage quand on a monté le chef en box. J'ai de la chance de ne pas avoir ce syndrome-là sur la pâtisserie, mais je l'ai pour le dev perso, je l'ai pour plein d'autres choses. Mais tu te dis, OK, je viens d'avoir mon diplôme. Pourquoi les gens vont venir acheter des pâtisseries chez moi?
pourquoi je suis légitime de faire des ateliers en ligne, des cours de pâtisserie, des machins, alors que j'ai pas encore l'expérience qui va avec. Ouais, bah, en fait, beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entrepreneurs ont ce syndrome-là, hein. Même des entrepreneurs hyper connus que vous voyez à la télé, pour en connaître un certain nombre, je vous rassure, ils sont pas forcément sereins dans leur basket. Euh, Après, il y en a qui l'ont pas, et c'est top. Mais là, je pense que si on demande à qui l'a, je pense que allez, 90% des gens vont l'avoir là, à cette réunion, de pas se sentir légitime à faire le truc. Euh, Moi, souvent, je me sens pas spécialement légitime. Il y a plein de trucs sur lesquels je me sens pas spécialement légitime, alors que je pense que c'est à tort. C'est peut-être juste tout simplement parce que j'aime pas spécialement être mis en lumière ou je sais pas, j'en sais rien. Et j'ai pas la recette miracle pour ce truc, hormis faire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le premier challenge, c'est poser des décisions, prendre des décisions, même petites, mais quand on veut gravir une montagne, ça se fait pas à pas. OK? Tu te retrouves pas en haut de la montagne tout de suite. Ben, là, c'est pareil. Quand tu as ce fameux syndrome de l'imposteur, c'est assez compliqué. Donc, c'est plein de petites décisions. Tu grimpes, tu grimpes, tu grimpes, tu te positionnes, tu te positionnes. Et au fur et à mesure de toutes ces petites prises de position, tu finis par te convaincre qu'en fait, t'es pas un tocard. Et tu peux y aller. Après, vous aurez vos limites. Pour ceux qui vont créer tout seul, ben, c'est les gens qui vont vous entourer, qui vont vous aider à franchir cette limite, qui eux vont vous porter. Parfois, vous allez faire la bonne rencontre qui va vous permettre de libérer ce stress. Et puis pour ceux qui créent en équipe, par exemple avec ma sœur, moi j'ai pas trop le choix, même s'il y a des trucs des fois où je suis pas dans mon j'aime pas trop être mis en avant, bah moi je le fais pas, mais c'est elle qui le fait, donc comme ça c'est réglé. Voilà, donc c'est parfois c'est par équipe, voilà, c'est l'autre qui va te pousser toujours un petit peu plus, mais il faut accepter d'être dans cette dynamique de petits pas de grimper. C'est pas facile, le syndrome de l'imposteur, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Après, il y a Ouais, plein de c'est la techniques pour philosophie. reprogrammer votre cerveau sur la question. Voilà. C'était, Ça, après, c'est vrai que beaucoup, quand je donne des cours, on me demande beaucoup. Alors, je le dis rapidement, je donne des cours sur différents sujets comme la stratégie, l'influence et l'entrepreneuriat. Donc, on me demande souvent est-ce que ça marche, la reprogrammation pardon, neuronale. Donc, ça va être est-ce que ça marche comment dire, j'oublie toujours le nom de cette technique à la con. la visualisation. Visualisation, tous ces trucs en fait un peu perchés que vous entendez parfois de grands entrepreneurs. Si tu veux être millionnaire, pense comme un millionnaire. Voilà, toutes ces choses-là. Bah, je suis bien obligé de dire que ça marche. C'est du conditionnement mental en fait. C'est plein de petits trucs aussi effectivement qui peuvent vous aider à gravir ces problèmes et à vous en libérer. Je vous donne un exemple hyper bête. Euh, Est-ce que vous me direz si je me trompe, hein, mais je pense qu'on est tous, alors oui, tu as la PNL entre autres, mais on est tous allés, je pense, à une soirée où on voulait pas aller. Est-ce que vous avez tous vécu ça en vous disant j'ai franchement pas envie de voir leur gueule. Voilà. Et vous devez y aller. Vous arrivez à cette soirée. Suspense, la soirée, c'est de la merde. Et là, on dit, bah, tu vois, je t'avais dit, je voulais pas venir. Voilà. Eh ben, vous ferez un truc. Quand vous allez revivre ça, vous allez vous dire, je vais penser à ce que m'a dit Juju. Je vais être content d'aller à cette soirée. Je vais me dire, en fait, je suis content d'aller à cette soirée. Je suis content, je vais passer une bonne soirée. Et qu'est-ce qui va se passer quand vous allez arriver à la soirée? Quelle est, d'après vous, la différence quand on arrive à une soirée où on n'a pas envie de voir la tronche des gens et à une soirée où on est content d'aller? À votre avis, c'est quoi la différence? Alors, parce que je vois Stacy qui rigole. Non, Stacy, elle a dû les vivre, ça. Vas-y, alors. Bah non, c'est pas le même mood. Ouais, mais c'est quoi alors? C'est quoi ton mood? Ben, quand on se dit j'ai pas envie, on y va en traînant des pieds et puis on se met dans un mood négatif et du coup le négatif attire le négatif et au final on traîne des pas toute la soirée, on n'est pas dans l'ambiance alors qu'à l'inverse Voilà. c'est totalement opposé quoi. Eh ben, dites-vous un truc.
les gens sont incroyables. Ils n'aiment pas parler à quelqu'un qui tire la gueule. Donc, quand vous allez arriver à une soirée où vous ne voulez pas voir leur tronche, vous tirez la gueule. OK? Alors que si vous dites non, ça va être une bonne soirée, je vais y aller, je suis content d'y aller, il va se passer un truc miraculeux. Vous allez arriver en souriant. Et on est tous pareils. Quand on se fait chier à une soirée, mais qu'il y ait quelqu'un qui sourit à côté de nous, on lui parle. Yes, Julien, je suis désolée, je vais devoir te couper sur ces questions de dev perso. Je leur ferai un webi le 28 août pour ça. Ouais, Mais il faut que je continue sur mes questions parce qu'à Voilà. chaque fois, on fait des tirades extrêmes. Voilà. J'ai juste deux questions, 2 à 3 questions max en plus pour toi. Ouais. Dans la formation du coup qu'on a sur la création d'entreprise, une partie maintenant qui va sortir là dans 2-3 semaines, le temps qu'on finisse les petits PDF qui en mode joli, sur lancer son business en cake design. Est-ce que tu peux expliquer en quoi, selon toi, c'est un game changer d'avoir ce genre de support, que ce soit là pour le cake design ou pour la pâtisserie, etc. Toi qui as monté pas mal de boîtes, en quoi c'est un game changer en fait d'avoir une formation clé en main? En fait, quand on doit, je pense que vous allez tous comprendre ce que je vais dire, enfin Didier peut-être encore plus. Quand on veut se lancer, quand on veut créer la boîte, c'est fastidieux parce qu'on ne sait pas par quoi commencer, en fait, tout simplement. Il y a tellement d'informations en même temps. Alors, comment je fais mon prévisionnel, comment j'écris mon business plan, comment je comprends mon marché, c'est quoi mon marché, comment je définis mon client, d'ailleurs c'est quoi un client, etc., etc. Il y a tellement de choses et vous êtes tous littéralement paumé. Littéralement paumé. Donc, on a fait une première formation ultra méga, super méga complète avec toutes les, enfin, vraiment toutes les choses très complètes. Et à chaque fois, on me fait le même retour. Oui, mais je comprends pas comment on écrit le business plan. Donc, en fait, j'ai bien compris que ce qu'il faut faire, c'est du pas à pas. C'est vous prendre par la main, c'est pas vous donner tout le contenu. C'est pas vous expliquer toutes les phases, non, c'est vraiment prendre pas à pas et dire ça tu touches pas, ça tu n'y réfléchis pas, ça pour l'instant tu mets ça de côté. Par contre, on va commencer par ça. Tu vas commencer comme ça, je veux que tu me fasses ça. Et après, une fois que tu auras fait ça, on passe à l'étape suivante. Et on passe à l'étape suivante. Et après, encore celle suivante. Voilà, on y va en décantant comme ça, en mode je vous tiens un petit peu par la main, parce qu'on a tous envie de créer, mais on n'a pas envie de se taper des bouquins de 300 pages. Parce que créer, c'est plus rigolo de faire un logo que de lire un bouquin de 300 pages. Mais on est obligé à un moment donné de passer par ça, de lire le bouquin, de comprendre, de comprendre un prévisionnel. Voilà. Et donc là, cette nouvelle partie de la formation, parce que c'est hyper important d'avoir tout le reste, cette nouvelle partie de la formation, elle se veut vraiment de vous prendre par la main, step by step, de vous accompagner pour aller jusqu'à la conception complète du projet et surtout en vous donnant toutes les clés de lecture et en vous disant quelles sont vos limites, à quel moment on doit se faire accompagner d'autres personnes, etc., etc. Merci. Alors, plus de 2 questions avant leur question-réponse à Vas-y. eux. Une question que tu vas adorer avec ton syndrome de l'imposteur parce que je sais à quel point cette formation, enfin moi je l'ai vue pendant des années la mettre au point, la filmer et tous les entrepreneurs qui la lisent sont à chaque fois en mode OK. Donc même moi quand j'ai lu la formation de Julien, parce que c'est lui qui l'a créée, je me suis dit ouais, truc de bâtard. Mais Julien ne se le dira toujours pas. Donc Julien, question compliquée pour toi. Si tu devais résumer en une phrase, s'il te plaît, pourquoi rejoindre notre formation change la donne, tu dirais quoi? C'est la meilleure, pour les meilleurs. Ça, Ouais. tu m'étonnes. Non, ce qui est Ah, d'habitude. tu m'as pas le choix de dire autre chose. Ok. Et allez, dernière chose, quel conseil tu donnerais pour oser franchir le pas de l'entrepreneuriat, enfin, ou pas oser franchir, mais quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui va se lancer? Quel est ton plus grand conseil d'entrepreneur? J'adore cette question, on me la pose à chaque fois en interview, je sais jamais quoi répondre. Allez-y, cool, ça va bien se passer. Dans tous les cas, vous êtes gagnant. Ça marche, jackpot. Ça marche pas, vous aurez gagné 10 ans d'expérience professionnelle. Clairement. Parce que vous allez travailler l'équivalent de 10 ans en un an. Et ça, c'est génial. Non, mais voilà, il n'y a pas de projet qui marche pas. Il y a que des projets qui se terminent pas comme prévu. Mais voilà. Ok, on va pouvoir passer à leur question-réponse. Juste, je vous dis, Julien, je ne te l'ai pas annoncé encore, mais Oui. au cas où, pour ceux qui veulent nous rejoindre, j'aurais préparé un code promo de 30%.
Et le bras de mon travail. Genre, Julien, il s'énerve parce qu'à chaque fois, sa formation, je fais des offres aux étudiants, donc il s'énerve. Donc, je vais leur mettre, mais maintenant, je vous laisse poser vos questions sur l'entrepreneuriat et moi, je vous mets tout. Si à un moment, quelqu'un veut avoir des infos, nous rejoindre, je vous mets tout ce qu'il faut dans le chat. Mais allez-y, posez vos questions, c'est votre moment. Allez-y, sans tabou et sans bullshit. Pas de questions? Pas de questions, mais c'est pas que t'as pas été clair, c'est que tu fais des tirades de 20 minutes. Les gens ont toutes leurs réponses. Allez, Marie, vas-y. Fais taire ma sœur, vas-y. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, moi, je viens d'avoir mon CAP avec vous et merci beaucoup, Anaïs. J'ai des projets de travailler que en B2B. Donc, ouvrir un laboratoire et être avec les restaurants, les traiteurs, éventuellement les écoles de la ville, faire des petits cours avec les enfants et tout ça. Est-ce que le fait de ne pas avoir un pied de porte dans un centre-ville ou quoi, ça peut être bien bloquant? Non, non, au démarrage, On en avait pas, hein. une fois de plus, au démarrage, il y a pas grand-chose de bloquant. Voilà. Après, plus tu vas grossir, effectivement, plus ça peut aider. Je vois, nous, par exemple, on a des très, très gros locaux. C'est vrai que quand des grands DG viennent nous visiter, bon, ça impose, quoi. C'est pas la start-up du coin. Voilà. Mais sinon, pour démarrer, au contraire, tu vas keep cool, tu limites les frais, donc tu limites les risques, et puis je pense que ça peut pas, enfin, ça va pas poser problème. Après, c'est toujours pareil. Si tu vas voir, je te donne un exemple, donnez-moi une idée de gros heures. Si tu vas voir toutes les cantines de la ville, les cantines d'école, je ne sais pas dans quelle ville tu es, mais si tu as 10 cantines, bon, les mecs vont te demander si tu as l'outil de production pour fournir 10 cantines, quoi. Oui. Si tu lui dis je fais ça dans mon salon, bon, ça va être un peu compliqué. Donc après, au démarrage, tu iras voir aussi les pros en fonction de ta capacité à toi de production. Pour que Oui, ça ne oui. leur semble pas démesuré. Oui, je veux pas non plus me mettre dans le jus et travailler 24 heures sur 24. Ça serait pas très productif. Il y a un moment donné, je vais baisser les bras, quoi. Ah ouais? Non, non, mais donc... Alors, tu verras que malheureusement, en tant qu'entrepreneur, tu vas avoir tendance à te faire des journées de 17 heures et à trouver que tu es à mi-temps et à pas baisser les bras. En fait, une fois que tu es lancé dans le truc, baisser les bras, ça devient compliqué. Nous, on n'avait pas d'adresse au démarrage, hein, pendant les 3 premières années, c'était chez moi et ça n'a jamais posé de problème. Et pourtant, on a signé des grands chefs, on a signé du B2B. C'est même pas une question qui nous a été posée. Ouais. D'accord. Merci. Ouais. Y a-t-il une autre question? Oui, Louise. Alors, Louise, Est-ce que Louise va arriver à activer ton... Oui, j'ai réussi à activer le micro. C'est merveilleux. Moi, dans mon projet, je devrais pouvoir produire depuis chez moi. Je m'oriente plutôt vers du cake design. Comment est-ce que je peux faire pour différencier les charges en fait du coup qui proviennent de mon domicile personnel et de celui de ma production de mon entreprise? Comme pour tout ce qui va être budget, etc. Comment est-ce que je peux différencier tout ça? Je suis une professionnelle de ça parce que j'ai eu mon siège social pendant une période chez moi, donc j'ai bien vu avec les comptables. Tu vas pouvoir, en fait, ça va être un coefficient de tes charges en fonction de la taille en fait que tu vas utiliser de chez toi. Par exemple, je te dis n'importe quoi, si tu as 100 mètres carrés et que tu as 50 mètres carrés qui sont utilisés pour ta production, ton bureau, n'oublie pas de compter ton bureau, parce qu'il n'y a pas que la cuisine, il y a tout ce qui est administratif que tu vas avoir à faire, etc., etc. Ça va te faire un pourcentage et du coup, c'est ce pourcentage que tu vas pouvoir passer en gros, la boîte va te payer un loyer à toi. D'accord. Donc, ça sera vraiment au pourcentage du mètre carré, quoi. Ouais, et faites bien attention à ça parce que les impôts rigolent pas trop sur ce genre de choses. Ouais. Voilà. Et après, identifier les charges, si tu voulais parler aussi peut-être de l'électricité, non? Ouais, plutôt ce genre de charge-là.
En fait, donc, tu auras ta consommation perso que tu connais puisque tu as déjà des relevés d'électricité là actuels. Et puis, dès que tu te passeras en mode entreprise, tu verras la différence et puis ça te fera la différence. Donc après, franchement, Google est votre meilleur ami, hein. Tu tapes consommation d'un four ménager habituel. Hop, tu regardes combien ça coûte, enfin combien ça coûte. Tu te dis bon bah voilà, si je l'utilise de manière pro un peu plus, tu multiplies par ce que tu penses. Et puis voilà, ça te donnera dans un premier temps une estimation. Ok, ça marche. Il y a Merci. Camille, je t'en prie, Louise. Il y a Camille qui a posé une question. Comment ça se passe si on veut produire de chez nous? Un labo est-il obligatoire? Oui, vous êtes obligé d'avoir un labo dédié avec la marche en avant et tout ce qui s'ensuit de chez vous. Faites attention, vous ne pouvez pas produire dans votre cuisine classique où vous êtes qui est en contact de tout le reste. Donc, il vous faut un petit labo à vous. Et du coup, combien d'investissements compter pour la création? Camille, tu es dans la formation ou pas? Si tu es dans la formation, tu as déjà un petit PDF à ce sujet qui s'appelle Créer son labo à domicile. Et du coup, tu n'es pas encore dans la formation. Mais la formation pâtisserie, je parle, hein. Pâtisserie ou création d'entreprise. Mais dans les formations CAP pâtisserie et création d'entreprise, on vous met ça. Et du coup, Camille, si tu n'es pas en formation chez nous, malheureusement, j'ai plus le prix exact, mais après, ça va être tout ce qui est ménager, les fours, les plaques, etc., etc. Ça va être tout en fonction de ce que tu peux faire. Voilà. Après, on n'est pas forcément sur des millions d'euros d'investissement, hein. Ça peut être quelques milliers d'euros, genre peut-être 2 ou 3 000 euros, voilà, ça dépend de l'équipement que tu veux mettre en place. Avez-vous d'autres questions? Oui, Marion. Moi, j'ai lu Créer sa pâtisserie à la maison, là, justement, avant qu'on fasse cette conférence. Et j'ai vu quelque chose qui m'a interpellée. Pourquoi les charges, elles sont plus importantes quand on est à domicile? Quelle charge? C'était marqué dans le dossier qui était à lire qu'à un moment donné, les charges sont plus importantes à domicile qu'en labo extérieur. Attends, faut qu'on voit le par cœur, attends, le document. contexte du truc. Je vais aller chercher. Je retrouve le passage en même temps. Tac. Mais tu voulais dire un truc, Julien? les charges, ça peut être plein de choses, hein. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que si c'est à domicile, si tu n'as pas de compteur différencié, tu vas avoir des tarifs, les tarifs grand public. Enfin, c'était peut-être de ça qu'on parlait. Je sais pas, il faudrait arriver à retrouver le passage. Je suis à la recherche. Je regarde en même temps. Ouais, voilà. C'est pas marqué que attention, c'est pas du tout marqué ça, Marion. C'est marqué les charges sont importantes pour un laboratoire à domicile, pas plus importantes. D'accord, pardon. Oui, alors dans ce cas-là, on voulait dire ça dans le sens où il va falloir investir chez toi, de refaire en parallèle une cuisine, dédier une pièce. Enfin voilà, c'était ça du coup qu'on voulait dire effectivement dans cette tournure de phrase. Oui, c'est sûr que quand tu loues un labo, tu peux louer des labos à l'heure. Ça te coûtera moins cher sur le coup que de refaire toute une cuisine, forcément. Pensez à cette solution, hein, parce que, alors ça c'est pareil, hein, ça c'est le truc de l'entrepreneur, au départ il veut que ce soit parfait, mais la solution entre deux, pour tester déjà si j'arrive à choper les clients, le business, parfaitement, ça peut être ça, c'est de louer un studio extérieur. Enfin, un labo, pardon. Un labo extérieur, et puis si ça marche, là se dire, ok, bon, ça marche, je vais investir à la maison, quoi. Yes. On a une question de Pierre. Est-ce qu'on peut vendre la pâtisserie comme type food truck, pâtisserie ambulant? Ouais, totalement. C'est une très bonne méthode pour démarrer aussi parce que ça te demande très peu d'investissement, les food trucks. T'as pas besoin d'avoir d'emplacement fixe, pas de loyer, etc. Ça peut être des très très bons business, surtout si tu es en mode sur la côte et tout, c'est incroyable. Et oui, il vous faut 2 cuisines dans l'idéal ou mettre votre cuisine aux normes, en tout cas. Si vous louez un labo, comment stocker vos productions à votre domicile? Frigo à part. Pardon? Dans un frigo à part déjà. Pas avec le frigo du quotidien. Ah oui, mais j'allais dire ça dépend quand tu les vends, Camille, parce que souvent quand tu vas produire, c'est pour livrer dans la foulée. Voilà. Et sinon, tu achètes un congélateur, effectivement,
externe à ce que tu mets chez toi. Tu as un congélateur qui est dédié si tu veux stocker au froid négatif tes pâtisseries quand tu passes du labo à chez toi. Tu peux les passer en surgel quand tu seras dans un labo. Tu les passes en surgel, tu les mets dans des caissons, dans des caissons glacés pour pas briser la chaîne du froid et tu ramènes chez toi au congélateur. Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions, mes doudous? Profitez. Profitez, Julien est KO et il est là. Il m'a dit toute la journée à quel point il était KO. Vas-y, Louise. La question qui a été posée par Samantha, là, il faudrait 2 cuisines si vous travaillez chez nous. Anaïs, tu as dit que du coup, il faudrait au moins qu'on mette aux normes la cuisine de la maison. Qu'est-ce que tu appelles vraiment aux normes, hormis tout ce qui va être marche en avant, et stockage différentes des matières premières et production? Pas de T'as plein bois. de choses. De bois, par exemple, dans ta cuisine. Enfin, voilà, t'as plein de choses à respecter. Encore une fois, dans le livret, c'est marqué toutes ces normes d'hygiène. Oui. Mais tu as plein de choses à respecter. C'est pas que la marche en avant. Mais déjà, la marche en avant, ça te demande aussi un peu d'aménagement. Par exemple, tout ce qui est robinet, il faut pouvoir l'activer avec les pieds, je crois, ou un truc comme Ouais, ça. Ou avec le genou. Du Oui, genre. Tu vas pouvoir laver à grande eau, normalement. Ouais. La cuisine. Bon, Donc, voilà. Après, vous regardez, mais parfois, ça coûte moins cher d'en faire une en parallèle sur roulette. Mais ça reste une possibilité, quoi, qui n'est pas forcément la plus simple. Mais si on respecte toutes les normes d'hygiène, il n'y a rien qui nous interdit vraiment de faire. Et dans ces cas-là, par contre, attention, hein, assurance, hein, on s'assure. Oui. On crée sa boîte. Et le premier truc qu'on fait, c'est on prend une RC Pro. Oui. OK? Parce que si on tue quelqu'un ou qu'on empoisonne quelqu'un avec un produit, on a une assurance, une bonne assurance. Ouais. Alors, mais Doudou, pour toutes vos questions sur ce que je vois plein de questions personnalisées sur votre cuisine chez vous, je peux pas vous dire, je suis pas chez vous. Et puis je vais pas avoir le temps de checker chacune de vos cuisines pour voir si elle est aux normes. Donc on vous a fait un guide pour ça. Donc prenez-le. Et puis n'hésitez pas, c'est un truc bête, hein, mais maintenant vous avez de l'intelligence artificielle partout. Utilisez-la parce que vos concurrents vont s'y mettre aussi. Donc utilisez-la. N'hésitez pas à montrer votre cuisine à ChatGPT, à faire des photos, à lui faire des vidéos, lui demander ce qui est aux normes, ce qui n'est pas aux normes. Vous allez voir, c'est assez magique. Et faites toujours vérifier, évidemment, après par un œil humain. Mais n'hésitez pas à vous servir de ce genre de choses que je ne vais pas pouvoir regarder chacune de vos cuisines, malheureusement. Sauf si vous m'invitez pour l'apéro, auquel cas, là, je peux venir dans chacune de vos cuisines. Voilà. Je trouve des subterfuges. Alors, attends, j'ai vu passer un truc. On aurait 2 assurances. Non, Pierre, tu as une assurance, c'est ton entreprise qui est assurée. Après, chez toi, tu as une RC civile, oui, c'est ta perso. Mais en tout cas, c'est bien l'entreprise qui doit être assurée. Alors, malheureusement, Camille, j'aimerais bien te donner le guide, mais en fait, ça fait partie des choses que je vends à mes étudiants quand ils nous rejoignent. Donc, si je commence à le diffuser partout, ça n'aura plus aucun impact d'avoir créé ce genre de guide. Et crois-moi, il nous a pris des mois à créer ce guide parce que tout est très opaque sur Internet. Donc malheureusement, ce guide, il est vraiment que pour nos étudiants. Non, il n'y a personne qui va venir valider les normes chez toi. C'est à toi de t'équiper et de faire en sorte d'être dans les normes et de pouvoir répondre en cas de contrôle d'hygiène, Marie. Voilà. Mais personne ne passera vérifier. Encore une fois, sauf si vous m'invitez à l'apéro. Tu vas recevoir un nombre d'invités à l'apéro. J'essaie. Je vais devenir alcoolique avant la fin de cette année, moi. Tu vas voir. Et malheureusement, je suis désolée, Camille, je l'ai pas en vente. Le guide, il est vraiment compris dans les formations pour les étudiants. Je les vends pas. Je suis désolée. Vraiment, je les vends pas encore, ces guides-là. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je viens d'arriver. Je prends notre demande. Une formation apéro. Je vais y penser, Didier. Je vais y penser. Je suis sûre que Julien aimerait beaucoup cette formation. Ça fait 2 ans qu'il me fait chier avec sa formation œnologie. Et donc, à mon avis, la formation apéro devrait aller dans le thème. J'en profite, juste rien à voir, Stécie. J'arrive pas à t'envoyer de mail. Je sais pas si Jessie t'a transféré. Je t'ai répondu le 29 juillet, mais tes mails, ta boîte mail bloque mes mails. Ouais, mais c'est pas la première fois que j'ai le problème et je l'ai eu au téléphone aujourd'hui. C'est exactement ce que je lui ai dit. Et même, j'ai essayé de lui envoyer à elle et pareil, pas de réponse. Ouais, ça bloque, ta boîte mail bloque tous nos mails. Donc, je t'ai répondu le 29, je réessaye tous les jours. Et à chaque fois, j'ai un mail qui veut pas. Donc, je vais te l'envoyer par SMS. J'ai pas pensé. Ok. J'ai pas pensé. Du coup, n'hésite pas à passer par WhatsApp avec moi, Stécie, si besoin. Okay. Louise, tu peux demander aux chambres des métiers et de l'artisanat, par exemple. Pour faire une formation apéro?
Non, pour les normes d'hygiène, tout ça, conseils, voilà, tu peux aller. Si t'as pas notre petit guide, tu peux demander aux chambres des métiers et de l'artisanat. Voilà, mais malheureusement, t'auras difficilement des réponses parce que tout ça, c'est tellement opaque que personne ne veut se mouiller. Voilà. Ok, juste avant de vous quitter, est-ce qu'il y a des questions sur la formation qu'on peut vous proposer ou pas? Et sinon, je vais laisser Julien aller s'occuper de ses enfants. Joie, bonheur. Non, je vais rester avec vous. Posez-lui des questions, s'il vous plaît. Au pire, on t'invite pour goûter nos productions. Mais oui, moi, je suis ouverte à tout. Hein. Moi, franchement, dès qu'il y a apéro et gâteau, I'm here. Bah, donc, Toujours dit, vous pouvez me les faire, prendre chacun mille fois. De quoi? J'ai dit, tu peux plus les faire, mais tu peux toujours les manger. Je peux plus les faire, mais je peux les manger. C'est déjà pas mal. Mais justement, vu que je peux plus faire de gâteaux, j'en profite pour tous ceux qui peuvent me les faire maintenant. Tu vois, c'est plus malin. J'aurais dû avoir cet accident bien avant. Je vois ça. Tellement plus malin. Ok, bon, bah écoutez, moi je vous dis une bonne soirée. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci pour les questions, petite sœur. Ben, je t'en prie. Je reste encore quelques minutes avec vous pour vous proposer des prochains lives. Voilà, Mais, je te laisse en bonne compagnie. Merci laisse-moi à officier. tous. Et moi, j'avais posé une question tout à l'heure sur le business plan, le prévisionnel, comment on fait. Et puis, vous avez dit, on voit ça après. Et alors, c'est. Justement, ben, ce que je te disais, c'est on fait. Je t'ai pas dit on voit ça après. Tu m'as dit comment on peut faire et je t'ai dit we are here. Parce que justement dans la formation, on fait du pas à pas sur tout ce qui est business plan. Je vais vous présenter, si vous voulez un peu, je vais vous présenter un peu le contenu de ce qu'on peut vous aider à faire. Je vais laisser Julien s'occuper de ses enfants et je vais vous présenter ça rapidement. Enfin rapidement, pas trop parce que sa formation est trop complète, mais je vais vous expliquer. Merci Julien. Merci beaucoup. Salut à tous. Ciao, merci. Dans la formation, effectivement, donc Julien vous a fait un truc incroyablement complet. C'est-à-dire qu'en fait, on va voir chaque étape de l'entrepreneuriat vraiment pas à pas, tout ce que vous devez faire vraiment étape par étape. Mais par exemple, les assurances, vous voyez, c'est une grosse partie de la formation parce que trop peu d'entrepreneurs s'assurent et finissent après dans des situations catastrophiques. Donc, on va avoir absolument tous les business plans, les prévisionnels. Vous allez avoir notre graphiste qui va vous aider quand même pour votre charte graphique, pour tout ce qui est logo même, c'est pas l'essentiel. Vous aurez une formation, un moment marketing avec moi sur tout ce qui est comme sur les réseaux sociaux. Julien va vraiment vous faire tous les démarches, comment choisir son statut, comment créer son compte en banque, quand vous allez avoir votre premier employé, tout ce qui est RH, comment faire des devis, comment faire des factures. Enfin, vous allez avoir le truc, le guide ultime que vous rêvez d'avoir quand vous êtes entrepreneur. Je vous fais le programme rapidement, je vous ai mis le site, mais pour vous dire, vous allez avoir donc une partie sur le mindset, parce que être entrepreneur, malheureusement, ça s'improvise pas, c'est un mindset particulier à avoir. Et c'est important aussi de vous entourer de gens qui vont avoir le même mindset que vous, parce que vous allez voir que tout va vite changer quand vous allez passer entrepreneur. Créer ou acheter son entreprise, parce que vous pouvez aussi, dans nos métiers, acheter des pâtisseries-boulangeries qui sont déjà en activité, ce qui marche aussi très bien. On va vous faire donc une partie sur tout ce qui est prévisionnel business plan. Donc là, on va vous donner des modèles, vous dire comment faire vos business plans, comment faire vos prévisionnels, qu'est-ce qu'il faut regarder, etc., etc. Une partie sur tout ce qui est pitch. Alors pitch, vous aurez aussi, ça va vous servir à pitcher devant des investisseurs, mais j'entends plus pour les banques, parce que le banquier, il n'est pas en obligation de vous ouvrir un compte en banque et de commencer votre activité. Moi, vous voyez, maintenant, je suis très heureuse, ça me fait beaucoup rire. La toute première que j'ai été voir, la BNP, ont refusé parce que j'étais trop jeune, que j'avais pas assez d'expérience, etc. Aujourd'hui, ils sont un peu dans le regret, hein. Voilà, donc, mais c'est apprendre à vous vendre. Vous allez avoir des outils pour faire vos présentations. Tous les frais de départ qui vont vous être listés, parce que même si vous pouvez créer votre boîte avec pas grand-chose, il y a des frais incompressibles d'avocats, de comptables, etc., etc. Vous allez avoir tout l'écosystème justement pour savoir comment aller chercher des financements, à qui vous adresser, justement les CCI, etc., etc. Vous avez tout l'écosystème possible et inimaginable. Et ne sous-estimez pas le réseau quand vous vous lancez. La puissance du réseau, c'est assez dingue. Donc ça, il faudra vraiment en faire partie. Comment choisir vos statuts. Vous allez avoir toute la partie sur le financement dont on en a parlé. Trouver sa marque. Donc ça, c'est tout ce qui est vraiment logo, etc., etc. Mais vous voyez, on y arrive très tard. Ensuite, vous allez avoir justement la formalité pour créer votre entreprise. On va vous dire, OK, il faut que tu cliques là, il faut que tu cliques là, il faut que tu choisisses ça, etc. La partie sur les banques. Comment faire une transition entre votre vie d'employé et votre vie d'entrepreneur, parce que ça ne s'improvise pas et souvent, vous allez cumuler les deux pendant
un laps de temps. Moi, je sais qu'avant de me salarier de ma boîte, je suis restée 1 an salariée ailleurs. Les assurances, vous allez avoir une très grosse partie. Vous avez même un assureur qui intervient dans la formation, à quel point c'est important. Aujourd'hui, croyez-moi, après l'accident de voiture que j'ai eu sur le retour du travail, je suis très heureuse d'avoir été bien assurée. Vous associez si vous le souhaitez. Et ensuite, vous avez la partie 2 de la création au premier client. Donc maintenant que vous avez créé vraiment votre business, comment on fait pour aller vendre? Parce que c'est cool de créer un business, mais c'est encore plus cool de faire de l'argent avec. Donc, vous allez avoir une partie sur comment créer sa chance. Alors ça, vous allez voir, c'est un truc que j'adore. On me passe, je sais pas combien de gens m'ont dit que j'avais de la chance dans ma vie d'avoir la vie que j'avais. C'est pas de la chance, hein, c'est souvent corrélé à du travail. Et du coup, on va vous apprendre à créer ça, créer vos opportunités. Comment créer votre produit? Ça, c'est aussi important, votre gamme signature, etc. Quelle communication et quel réseau utiliser. Vous allez avoir une partie marketing avec moi où je vous explique des trucs très classiques, mais comment faire des reels qui font des vues, comment utiliser Instagram pour vendre à votre place, ce genre de choses. Je pense que tous, vous m'avez vu sur des réseaux sociaux pour arriver là. Et la première confrontation avec vos clients. Alors ça peut être bien et moins bien. Et ça dépend des clients que vous allez avoir. Vous allez avoir levé des fonds si vous souhaitez, tout ce qui est RGPD, parce que c'est aussi un truc qui est obligatoire aujourd'hui. Et croyez-moi, nous, on s'est pris une dénonciation concurrent. On a la répression des fraudes en ce moment. C'est joie, bonheur. On est très heureux d'être bien carré sur tout ça. Donc ça peut arriver bien plus vite que vous ne le pensez. Vous allez avoir toute une partie sur l'administratif, parce que être entrepreneur, c'est passer beaucoup plus de temps à gérer de l'administratif que vos pâtisseries. Vos premiers salaires et votre première embauche, je vous l'ai dit, les devis, les factures, vos premières difficultés parce que vous allez forcément en avoir ou comment on gère ça. Et après, au cas où s'il y a un échec, comment on gère. Voilà, donc vous avez, alors là, tout ce que je vous l'ai dit, il est sur le site que je vous ai mis, hein, vous avez tout le détail. Mais voilà comment on peut vous aider. Et en plus, du coup, là, Julien a créé donc toute une partie sur le cake design, vraiment pas à pas. Vous allez avoir pas mal de choses. Au revoir, Didier. Voilà un petit peu la formation et vous allez avoir pas mal de témoignages de gens dans plein de différents domaines. Vous allez avoir Gabriella qui est chef d'entreprise dans la pâtisserie, que vous devez connaître, du meilleur pâtissier. Vous allez avoir des assureurs, vous allez avoir des leveurs de fonds, des responsables d'incubateurs. Bref, vous allez avoir plein de gens qui vont vous donner leurs meilleurs conseils. Voilà tout ce que je pouvais dire. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Mickaël, j'ai répondu à ta question. Parfait, pas de souci. J'ai vu le prix, effectivement. Donc, jusqu'à quand on a ces 30% dont tu parlais? Vous avez les 30% jusqu'à samedi, enfin dimanche soir, je crois, dimanche 23h59. C'est précis. Alors, la formation, alors comme toutes nos formations, elles sont à vie. Donc, pas de sujet de limite de temps. Vous aurez accès tout le temps. Vous avez le groupe, vous avez des lives avec Julien tous les mois. Vous avez accès à la communauté, vous avez accès à plein de choses. Et sans limite de temps parce que on sait que, enfin, moi, la création d'entreprise, ça s'est pas fait j'ai eu l'idée, je me rappelle, en mars 2015. J'ai créé en septembre 2015. J'ai commencé à vendre en février 2016. Donc, vous voyez, il y a un petit laps de temps. Donc, les formations, même si elles se font rapidement, une fois que vous mettez dedans, ça va assez vite après à créer. Mais vous allez devoir revenir sur des choses. Votre premier business plan, ça va pas être le business plan définitif. Vous allez forcément devoir revenir dessus parce que vous allez avoir des nouvelles idées. Quelqu'un va vous parler d'un truc, vous allez vous dire, attends, faut que j'ajoute ça, etc., etc. Donc, il n'y a pas de limite. Et je vous remets le code au cas où, parce que, voilà, vous l'avez dans le chat. Et donc, 30%, c'est énorme sur ces formations. Ça vous fait des sacrées réductions et vous avez la possibilité de payer même en 10 fois et vous avez 30% qui s'appliquent aussi sur ces paiements en plusieurs fois. Voilà. Et si besoin, si vous voulez en discuter avec, alors ce sera un commercial, je vous le dis, je suis très, très claire là-dessus, mais formé sur le sujet, certains l'ont peut-être déjà eu. Il s'agit de Sean. Si vous voulez, je vous remets le lien. Si vous voulez prendre un rendez-vous, il pourra vous expliquer encore plus la formation dans les détails, bien que normalement, vous avez tout sur le site. Voilà mes doudous. Est-ce que nous avons d'autres questions? Non? Parce que ce live, je l'ai enregistré, donc vous aurez le replay disponible dès que Google me l'enverra. Vous pourrez le revoir et puis surtout, n'hésitez pas à poser vos questions régulièrement. Si vous en avez, on se fera un plaisir de vous répondre. Et non, pas de CPF. Le CPF, on a arrêté ces formations il y a 4 mois. Depuis 4 mois, ce n'est plus finançable CPF.
Ah, le CPF, il y a des évolutions permanentes. Hein. C'est joie, bonheur. Donc, tout ce qui est finançable CPF, on est sur SAP, pâtisserie, cuisine, boulangerie. Voilà. Le reste, ce n'est plus finançable. Et on espère que ça va rester finançable. On n'est pas à l'abri qu'une nouvelle loi des finances sorte et que dans 6 mois, les CAP ne soient plus finançables non plus. Donc, profitez-en. Et puis, si c'est tout bon pour vous, c'est tout bon pour moi aussi. On est bien d'accord, Anaïs, la formation est bien spécifique pâtisserie, créer son entreprise dans le domaine de la pâtisserie. C'est pas création d'entreprise d'un point de vue général. Est-ce que c'est bien orienté? C'est général parce que dans tous les cas que tu crées une entreprise en pâtisserie ou en plomberie, tu vas devoir suivre exactement les mêmes schémas. D'accord, ok. Mais on vous a rajouté des choses spéciales pâtisserie dedans. Donc, et forcément, tous les exemples qu'on va vous prendre sont liés à la pâtisserie. Mais la création d'entreprise, que tu crées un truc en pâtisserie ou que tu crées un truc dans de la poterie ou dans de la plomberie ou dans de l'innovation de la tech, c'est toujours la même chose. Julien, il a créé plusieurs sociétés dans divers projets. Il n'a pas fait que de la pâtisserie. Au démarrage, ses premières boîtes étaient sur de la tech pure et dure. C'est la même chose. Enfin, ça bouge pas. Après, c'est pour ça que là, on a rajouté les modules vraiment cake design et que dans 3-4 mois, je pense, le temps que Julien continue dessus, parce qu'il est en cours, sur tout ce qui est pâtisserie classique. Et après, il y aura labo à domicile, il y aura tout ça qui vont arriver aussi dessus. Mais vraiment, il faut que tu saches créer à tous les niveaux. Il faut pas que tu sois bloqué sur un truc parce que tu sais pas de quoi la vie est faite en plus, qui plus est. Tu sais pas si demain, au final, tu n'auras pas envie de faire autre chose que de la pâtisserie. Et il faut que tu puisses gérer toute situation. Et nous, par exemple, tu vois, là, on a créé la boîte sur tout ce qui est dev perso, parce que du coup, je peux plus faire de pâtisserie, malheureusement. Et du coup, c'est exactement la même, enfin, j'ai suivi la même trame que quand j'ai créé la formation. Rien n'a changé. Et du coup, après, au moins, tu sais tout faire très vite. Ok. On est good? On est good. Parfait. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très vite. Ça marche. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao, ciao.